Bonjour à tous les mélomanes et amateurs d'histoire, vécus inspirantes, en quête de la lumière des vies qui ont marqué la scène artistique française. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de Jacques Dutronc, icône immortelle de la musique et du cinéma français, un homme qui a conquis le cœur de millions de spectateurs grâce à sa voix poétique, son style irrévérencieux et un cœur toujours partagé entre les projecteurs et la douleur la plus profonde. Rejoignez-moi pour découvrir l'histoire de sa résilience, de sa passion et les secrets de son sourire. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires émouvantes. Jacques Dutronc est né le 28 avril 1943 dans le 9e arrondissement de Paris, un coin de la ville lumière où les rues pavées et les cafés enfumés racontent l'histoire de la France d'après-guerre. Issu d'une famille bourgeoise, Jacques grandit dans un foyer modeste, où son père, ingénieur, au caractère sévère, et sa mère, pianiste amateur, furent les premières sources de son amour pour la musique. Mais la vie de Jacques ne fut pas heureuse. Les années 1940 à Paris furent une période de trouble, les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale étant encore profondément gravées dans la ville. La famille Dutronc, sans vivre dans la pauvreté, était constamment confrontée à des difficultés financières, et leur maison, avec ses vieux murs et ses repas frugaux, témoignait d'un dur labeur pour survivre. La plus grande douleur de l'enfance de Jacques survint à l'âge de 12 ans, lorsque son père, qui avait toujours été le soutien de famille, contracta une grave maladie pulmonaire causée par des années de travail dans des conditions difficiles. La maladie affaiblit son père, et la vue de son père autrefois robuste, maintenant immobile sur son lit d'hôpital, laissa une cicatrice indélébile dans le cœur de Jacques. Il s'asseyait souvent au chevet de son père, écoutant des histoires de l'avant-guerre, mais chaque mot de son père lui rappelait la fragilité de la vie. À la mort de son père, alors qu'il avait 15 ans, son monde s'écroula. Sa mère, malgré tous ses efforts pour maintenir la famille unie, sombra dans des crises de dépression, obligeant Jacques, dès son plus jeune âge, à assumer le rôle d'adulte à la maison. Il commença à faire des petits boulots, livrer des journaux, nettoyer des cafés, et même jouer de la guitare dans des petits bars pour arrondir ses fins de mois. Ces journées, sous les lumières tamisées de Paris, forgèrent en Jacques une volonté de fer, une flamme qui ne s'éteindrait jamais, quelles que soient les difficultés de la vie. Mais la douleur ne s'arrêta pas là. Devenu adulte, Jacques dut faire face à une autre perte, cette fois non pas familiale, mais personnelle. Dans les années 1960, alors qu'il commençait à connaître la gloire en tant que chanteur, Jacques vécut une histoire d'amour intense, mais tragique, avec une femme rencontrée dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Cette relation, bien que brève, le laissa profondément blessé lorsqu'elle le quitta pour une autre vie, laissant Jacques avec un sentiment de trahison et de solitude. Il confia un jour, lors d'une rare interview, que cette douleur avait inspiré nombre de ses chansons, comme « Il est 5 heures, Paris s'éveille », dans laquelle il transformait sa tristesse en mélodie intemporelle. Ses pertes, de la mort de son père aux ruptures amoureuses, ont façonné Jacques, faisant de lui un artiste au cœur empli d'émotions, cherchant toujours à dissimuler sa douleur derrière un sourire insouciant et un style de vie libre. La carrière de Jacques Dutronc a été un véritable tourbillon, entre succès et échecs qui l'ont laissé sans voix. À 20 ans, Jacques débute son parcours musical en rejoignant le groupe El Toro et les Cyclones comme guitariste. Son talent est rapidement remarqué et en 1966, il sort son premier single « Et moi, et moi, et moi »,
une chanson à la mélodie enjouée et aux paroles sarcastiques qui devient rapidement un tube en France. Ce succès le propulse non seulement sur la scène musicale, mais fait également de lui une icône pour la jeune génération, séduite par son style irrévérencieux et sa voix poétique. Les albums se suivant, comme J'aime les filles et Le Responsable, assoient encore davantage son statut de star pop-rock avec des chansons à la fois humoristiques et poignantes, reflétant l'esprit d'un Paris en pleine mutation. Mais la musique ne représente qu'une partie de la carrière de Jacques. Dans les années 1970, il se lance dans le cinéma où il brille véritablement. Son rôle dans Antoine et Sébastien en 1974 révèle son talent naturel d'acteur, mais son apogée survient en 1975 dans L'important c'est d'aimer, où il incarne un photographe émotif aux côtés de Romy Schneider. Le film est non seulement salué par la critique, mais vaut également à Jacques le César du meilleur acteur, une étape importante qui le consacre comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Les films suivants, comme Le Bon et les Méchants et Mado, consolident encore sa place dans le cinéma français, où il est reconnu pour sa capacité à incarner des personnages complexes, des rebelles aux hommes au cœur brisé. Cependant, la carrière de Jacques ne fut pas toujours brillante. Les échecs sont soudains, le laissant en larmes à plusieurs reprises. L'un des plus grands échecs est l'album Guerre et paix, sorti en 1980, un projet ambitieux qui ne reçoit pas l'accueil escompté. Jacques dépassa des mois en studio, s'épuisant à créer un album original. Mais les critiques et les faibles ventes lui donnèrent le sentiment d'avoir échoué à faire passer son message. Il raconta un jour qu'il y avait des nuits où, assis seul dans son appartement parisien, il écoutait ses enregistrements et se demandait s'il était encore capable de créer. Ses larmes silencieuses, même si personne ne les voyait, témoignaient de son dévouement à son art, un dévouement parfois au prix de blessures émotionnelles. Au cinéma, il connut un autre échec, le film Retour à la bien-aimée de 1979 ne remporta pas le succès escompté. Jacques s'était investi corps et âme dans ce rôle, refusant même un projet musical majeur pour se consacrer au film, mais la réaction négative du public lui donna l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Il se tenait devant le miroir, le regard fatigué, se demandant s'il était sur la bonne voie. Mais ce sont ces échecs qui ont affiné Jacques et l'ont rendu plus résilient. Il a continué à essayer, à créer, et ses efforts ont été récompensés lorsqu'il est revenu à Van Gogh en 1991, un film qui lui a apporté une nouvelle reconnaissance et a confirmé que son talent n'avait jamais faibli. Le mariage de Jacques Dutronc avec Françoise Hardy, l'une des plus grandes icônes musicales françaises, est une histoire à la fois belle et tragique. Ils se sont rencontrés dans les années 1960, alors qu'ils étaient tous deux de jeunes stars de la scène yé-yé. Françoise, avec sa voix douce et sa beauté fragile, a captivé Jacques dès leur première rencontre lors d'un concert à Paris. Ils ont commencé à se fréquenter en 1967 et après des années d'amour passionné, parfois tumultueuses, ils se sont mariés en 1981 lors d'une cérémonie simple mais pleine d'amour. Jacques a déclaré que Françoise était non seulement son épouse, mais aussi sa plus grande inspiration, celle qui l'a aidé à trouver un équilibre entre les feux de la rampe et sa véritable personnalité. Ils ont eu un fils, Thomas Dutronc, qui est également devenu un musicien talentueux, héritant du talent et de l'esprit libre de ses deux parents. Mais leur bonheur a été assombri par un nuage noir lorsqu'on a diagnostiqué à Françoise un lymphome en 2004. Jacques se souvient du moment où il a appris la nouvelle.
lorsque le médecin l'a appelé dans une petite chambre d'un hôpital parisien. Les paroles du médecin, froides et claires, lui transpercèrent le cœur. Il tenait la main de Françoise, s'efforçant de garder son calme, mais de retour chez lui. Il s'assit seul dans le salon, laissant couler ses larmes en silence. Il pleurait non pas par peur, mais par impuissance, face à la femme qu'il aimait confrontée à une maladie dévastatrice. Jacques avait un jour révélé, lors d'une rare interview, avoir passé de nombreuses nuits de blanche à prier et à se demander comment protéger Françoise, la garder plus longtemps à ses côtés. La maladie de Françoise, bien que maîtrisée pendant de nombreuses années, lui rappelait constamment la fragilité de la vie. Et chaque fois qu'il la voyait épuisée après une chimiothérapie, Jacques sentait son cœur se serrer. Françoise, avec sa force innée, essayait toujours de cacher sa douleur pour protéger Jacques et Thomas. Mais Jacques savait que derrière son sourire se cachait une douleur physique et des peurs inexprimées. Il a dit un jour qu'il y avait eu des moments où il tenait Françoise dans ses bras, sentant sa faiblesse, et où ses larmes coulaient sur son épaule, non pas par désespoir, mais par amour profond pour elle. Jacques n'a jamais parlé ouvertement de cette douleur, mais dans des chansons ultérieures, comme J'avais rêvé, on peut entendre les sons d'un cœur brisé, d'un homme cherchant à surmonter la plus grande douleur de sa vie. La relation entre Jacques Dutronc et Françoise Hardy était passionnée, complexe et non dénuée de nuances. Lors de leur rencontre en 1967, Jacques fut attiré par la vulnérabilité et le charisme de Françoise, tandis que celle-ci était fascinée par son irrévérence et son talent naturel. Ils étaient parfaits, mais aussi très différents. Jacques, avec son style de vie libre et ouvert, était toujours aventureuse et libre, tandis que Françoise, avec son âme sensible, recherchait souvent stabilité et profondeur. Leur relation, bien que passionnément amoureuse, n'était pas sans difficulté. Jacques avoua que, dans les premières années, il n'était pas le petit ami idéal. La célébrité et les tentations du monde du spectacle l'ont parfois amené à négliger Françoise, entraînant des périodes de séparation physique et émotionnelle. Après leur mariage en 1981, Jacques et Françoise tentèrent de construire une vie commune, mais le côté sombre de leur mariage persista. Jacques, avec sa personnalité libre, était souvent absent de chez lui pour poursuivre ses projets musicaux et cinématographiques, tandis que Françoise, avec sa propre carrière et sa personnalité introvertie, se sentait parfois seule chez elle. Jacques a un jour confié qu'il y avait eu des moments où lui et Françoise vivaient plus comme deux amis proches que comme un couple marié, entre conversations profondes et silence. Il avouait ne pas avoir toujours été là pour Françoise lorsqu'elle avait besoin de lui, surtout pendant les années où elle luttait contre la maladie. Ces moments ont fait regretter Jacques, et il a dit un jour que s'il pouvait revenir, il passerait plus de temps avec elle, à l'écouter et à l'aimer davantage. Françoise, lors des rares fois où elle a évoqué leur mariage, a dit que Jacques était un homme qu'elle aimait profondément, mais qui lui a aussi brisé le cœur à maintes reprises. Elle a décrit Jacques comme un vent, toujours présent et venant, apportant joie et tristesse. Mais elle a également affirmé que, malgré les difficultés, leur amour était indéniable. Elle disait que Jacques, bien qu'imparfait, la rassurait toujours, non par sa présence constante, mais par la sincérité des moments qu'ils passaient ensemble. Un jour, alors que Françoise était à l'hôpital, Jacques passa la nuit assis à ses côtés, chantant leurs vieilles chansons. Et c'est à ce moment-là qu'elle sentit que leur amour était plus fort que jamais. La part d'ombre de leur mariage, bien que réelle, n'éclipsait pas l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, un amour qui avait surmonté le temps, la maladie
et leurs erreurs respectives. Jacques Dutronc, dont la carrière s'étend sur plus de 6 décennies, a amassé une fortune considérable, non seulement grâce à sa musique et à ses films, mais aussi grâce à ses investissements judicieux et à son style de vie simple mais raffiné. Au sommet de sa carrière, il était l'un des artistes les mieux payés de France, avec des tubes comme « Et moi, et moi, et moi », et il est 5 heures, Paris s'éveille, générant d'importants revenus issus des droits d'auteur et des interprétations musicales. Des rôles dans des films comme L'important c'est d'aimer et Van Gogh ont également contribué à sa fortune, avec des contrats valant des centaines de milliers de francs dans les années 1970 et 1980, un chiffre impressionnant pour l'époque. Jacques gagnait également des revenus grâce à des contrats publicitaires et à des projets scéniques, où il se déployait en tant qu'artiste polyvalent, tant au chant qu'au théâtre. Sa fortune ne se limitait pas à ses revenus financiers ou artistiques. Il possédait plusieurs propriétés de valeur, dont un luxueux appartement dans le 7e arrondissement de Paris, où il vécut avec Françoise Hardy dans les années 1980. L'appartement, avec sa vue sur la Seine et ses murs décorés de tableaux d'artistes français célèbres, témoignait de son goût raffiné. Jacques a également investi dans une maison de vacances en Corse, une île paisible où il se retirait souvent pour échapper à l'agitation parisienne. C'est dans cette maison, avec ses oliveraies et ses chemins de pierre menant à la mer, qu'il a trouvé la paix durant ces dernières années. Il a dit un jour que la Corse était son véritable lieu d'appartenance, où il pouvait s'immerger dans la nature et oublier les pressions de la célébrité. Outre ses biens immobiliers, Jacques possède une importante collection de guitares, comprenant des instruments rares des années 1950 et 1960, dont certaines qu'il a utilisées lors de ses premiers concerts avec El Toro et les Cyclones. Cette collection, estimée à des millions d'euros, est pour lui une source de fierté, non seulement pour sa valeur matérielle, mais aussi pour les souvenirs attachés à chaque instrument. Jacques a également investi dans plusieurs petites entreprises, dont une entreprise viticole de la région bordelaise, où il a collaboré avec un ami d'enfance pour produire sa propre marque de vin. Ces investissements, sans ostentation, lui ont permis de maintenir un niveau de vie confortable, sans dépendre du glamour du passé. Cependant, Jacques n'est pas du genre à rechercher l'extravagance. Il mène une vie simple, évitant les fêtes tape à l'œil et le luxe superflu. Il a déclaré lors d'interviews que l'argent